Bonjour tout le monde, je m'excuse mais je vais devoir parler en français. Ça fait plusieurs années que j'ai quitté le Maghreb et donc je suis plus à l'aise dans cette langue. Mon intervention aujourd'hui, pour bien en situer le contenu, je précise d'abord que je suis sociologue du travail et du syndicalisme et que donc le sujet que je vais aborder, qui va porter sur le modèle canadien en matière de formation, d'éducation et de recherche, sera abordé en lien avec les mutations contemporaines du travail et les transformations du syndicalisme. Alors, dans un premier temps, je vais faire une petite introduction et ensuite, je vais aborder directement deux concepts clés, parce qu'il faut savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de qualification et lorsqu'on parle de compétences. Je vais aborder la question de la qualification, de ce qu'on entend par qualification, puisque les plus importants modèles de formation et d'éducation de ces 60 dernières années ont reposé sur ce concept de qualification. Et depuis une trentaine d'années, s'est amorcée une transition vers un autre concept qui s'est développé ensuite dans le monde du travail et dans le secteur de l'éducation et de la formation, c'est le concept de compétence. Et donc, je vais me permettre très rapidement de fixer de faire le contour un petit peu de ces concepts et et des discours qui sont articulés autour de ces concepts et qui sont à la base des modèles éducatifs. Dans un troisième temps, je parlerai plus particulièrement toujours dans le cadre du modèle canadien, je parlerai du rôle des autres acteurs impliqués dans l'expérience canadienne en matière de formation et d'éducation, en particulier le rôle des organisations syndicales. Notamment évidemment dans le secteur public. Et ensuite, je finirai avec la dimension internationale qui est attachée à l'évolution récente des différents modèles en matière d'éducation, de formation et de recherche, notamment dans le contexte de ce qu'on appelle dans les médias la mondialisation ou la globalisation des marchés. Mais on verra aussi comment les modèles nationaux restent encore très prégnants dans le contexte de cette mondialisation. Je finirai ensuite, je me débarrasserai de mon chapeau de sociologue pour faire quelques propositions concernant l'analyse qu'on pourrait faire de ces modèles qu'on ne peut pas toujours projeter, implanter, appliquer dans des contextes différents, dans des espaces géographiques, culturels différents. Et que donc il faut prendre des pincettes évidemment pour manœuvrer ces modèles. Alors, il y a une thèse centrale ici, je ne le cache pas, il y a une thèse centrale ici qui fixe, qui met en contexte cette intervention, c'est le fait que depuis ces 30 dernières années, on assiste à une transition majeure de la qualification vers la gestion par compétences. Alors, comme sociologue du travail, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est les transformations qui ont affecté les milieux du travail et de l'emploi. Et donc, ce n'est pas un hasard aujourd'hui, si dans les milieux éducatifs, si tous les enjeux de l'éducation reposent aujourd'hui mettent aujourd'hui la question de la compétence au cœur de leurs préoccupations et au cœur des enjeux éducatifs. Ce n'est pas par hasard parce que cette transition a déjà commencé à s'effectuer depuis les années 80. Ça commence par le Japon. On voit ensuite cette transformation se faire aux États-Unis, en Amérique du Nord, et ensuite progressivement, à la faveur justement de la mondialisation, on voit cette transition de la gestion de la qualification, de la qualification vers la gestion par compétence. Alors, bien entendu, cette transition a accompagné les mutations du travail et des organisations. C'est-à-dire que tant que les entreprises organisaient leurs activités dans le cadre
organiser leurs activités dans le cadre d'un processus intégré, c'est-à-dire dans la conception du produit jusqu'à sa mise en marché. C'est la gestion par qualification qui est la référence principale en matière d'organisation du travail et donc en matière également de formation. À partir du moment où les entreprises, notamment aux États-Unis et ensuite un petit peu en Europe, à partir du moment où les entreprises commencent à progressivement entamer un processus d'externalisation de leurs activités, se pose alors la question de la gestion de l'organisation du travail et se pose la question aussi de la qualification. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite pour traiter directement mon sujet. Cette transition qui a affecté les entreprises, qui a été pilotée également par les entreprises, évidemment aussi a affecté les organisations syndicales. Et que donc les organisations syndicales qui s'activaient dans le cadre de ce qu'on a appelé le compromis fordiste, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à l'éclatement de ce compromis à la fin des années 70, évidemment les organisations syndicales voyaient leur stratégie, voyaient leur mode d'action collective remise en question et leur participation également aussi à la gestion de l'organisation du travail dans les entreprises remise en question. Et donc, les organisations syndicales se sont mises, elles aussi, à s'emparer de ce concept de compétence. Alors, je vais passer assez rapidement aussi, ça c'est la langue de bois des sociologues concernant les concepts et les définitions. Une chose est claire concernant la qualification, c'est que la qualification, elle renvoie aussi bien au poste de travail qu'à la formation qu'aux tâches aux tâches du poste du travail, qu'aux qualifications des individus. Alors, de façon générale, en Europe, la sociologie du travail, l'analyse du monde du travail, autant du point de vue des entreprises que du point de vue du syndicat, repose sur ce concept de qualification qui permet de mieux comprendre le travail. Alors que dans le contexte anglo-saxon, notamment en Amérique du Nord, le concept qui est utilisé, c'est surtout le concept de la sociologie de l'entreprise, c'est surtout la question de l'entreprise. Et donc les points de vue sont différents. L'approche de la qualification n'est pas tout à fait la même. Alors, pour résumer très rapidement, la qualification renvoie d'abord au collectif du travail. Elle permet de rassembler au niveau des organisations syndicales, elle permet de caractériser les différentes phases des modes d'organisation du travail et donc de souder les collectifs du travail. On parle bien évidemment des qualifications de l'individu, mais on parle aussi surtout de collectifs du travail lorsqu'on utilise ce concept. Alors que pour ce qui concerne les compétences, on a là un contexte différent. Il y a des rhétoriques professionnelles qui se développent et des discours organisationnels autour de ce qu'on peut appeler le savoir-faire et le savoir-être. Il n'est plus question d'exiger des individus simplement des capacités à réaliser des tâches, mais on exige d'eux davantage une production de plus-value à l'intérieur même de leur poste de travail. Et donc là, les connaissances que possèdent les individus ne suffisent plus. Il y a un engagement de l'individu, le développement de ce qu'on appelle très rapidement le savoir-faire. Alors, ce qui est au cœur de cette transition, c'est le fait que dans la logique des entreprises, la pression qui s'exerce sur l'entreprise en termes de relations clients-fournisseurs, une entreprise dépend l'entreprise, de façon générale, se place dans un continuum où elle est à la fois la cliente d'un fournisseur et le fournisseur d'un autre client. C'est cette logique-là qui est au cœur des activités de l'entreprise et donc et qui conditionne aussi la production de sa plus-value. Ce qui s'est produit avec l'introduction de la compétence, c'est que l'entreprise se déleste de cette pression de la relation client-fournisseur sur les individus au sein même du monde du travail, au sein même des processus de production de la valeur à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, à chaque poste de travail,
l'individu doit considérer, dans le cadre de ce concept de la compétence, doit considérer que la personne qui le précède dans la chaîne de valeur est son fournisseur. Et lui, il est le client de ce fournisseur. Et ensuite, lui-même se considère comme étant le fournisseur de la personne qui suit dans le contexte du monde du travail, dans le contexte du processus de travail. Alors, ce qui change fondamentalement avec cette vision des choses, c'est la responsabilisation de l'individu. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, on met les individus en concurrence au niveau du monde du travail. Et donc, la première conséquence de l'introduction de ce concept dans l'organisation du travail, c'est la responsabilisation de l'individu et donc du coup la destruction du lien de solidarité qui unit le collectif du travail. Alors très rapidement, c'est le prolongement de ce mode d'organisation fondé sur la compétence qui va remettre fondamentalement en question l'existence des collectifs du travail et donc l'action syndicale au sein même des espaces du travail où les organisations syndicales ont trouvé leur terrain naturel de développement. Alors, je vais passer rapidement sur cette... l'idée ici, c'est de montrer qu'il y a une profonde transformation, une tendance lourde, donc qui se fait au niveau des entreprises. La gestion par projet qui se développe et son corollaire, la gestion par compétence. Cette gestion par projet a un effet direct sur les chaînes de valeur parce qu'aujourd'hui, les chaînes de valeur, les chaînes de production de la valeur ne sont plus intra-organisationnelles, mais elles sont aussi extra-organisationnelles. C'est-à-dire qu'on a avec l'externalisation des activités des entreprises, on assiste à des chaînes de valeur qui parfois sont locales au niveau de chacun des pays, mais parfois aussi sont internationales. Alors, si j'insiste beaucoup sur cet élément-là, c'est que ce sont précisément ces transformations du monde du travail qui vont être à l'origine de la remise en question des dispositifs d'éducation, de formation et de recherche scientifique, comme on va le voir un peu plus tard. Donc, le lien direct entre les mutations contemporaines du travail et des organisations et la remise en question des modèles éducatifs, autant en matière de formation générale qu'en matière de formation professionnelle. Alors, qu'en est-il des organisations syndicales dans le cadre de cette transition ? Ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, ce que Pierre Rosanvallon appelait déjà à la fin des années 70 la crise du syndicalisme continue de se poursuivre. Et la réalité aujourd'hui du syndicalisme est très claire. Il y a une très grande partie des organisations syndicales qui s'activent en particulier dans le secteur public. Le secteur privé leur échappe pour une très grande part. Ce qu'on appelait le compromis fordiste, cette période de croissance en moyenne de 6 à 7% qu'a traversé le monde capitaliste depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au tournant des années 80, est une période assez exceptionnelle du capitalisme. Et donc, c'est une période où on a vu se développer des modèles d'éducation, des modèles de formation, etc., dans lesquels l'État, en partenariat avec les entreprises et avec les organisations syndicales, trouvait un relatif modus vivendi et on a vu se développer des modèles de relations du travail, des modèles de relations professionnelles différents, mais qui, dans l'ensemble, se rejoignent. On le voit au niveau des États-Unis avec depuis le New Deal, avec le modèle wagnérien, on le voit dans le cas du modèle allemand, on le voit dans le cas du modèle français, du modèle anglais, du modèle italien. Donc on a des modèles relativement différents de compromis fordistes qui se mettent en question, mais ce modèle va éclater à partir du tournant des années 80 à la faveur de cette transition dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment à la faveur du développement du processus de financiarisation des entreprises et de l'externalisation aussi de leurs activités. Cette transformation va introduire une transformation majeure dans les entreprises puisque la production de la valeur n'est plus, enfin le pouvoir de décision dans la gestion des entreprises n'est plus entre les mains des managers de production, mais elle est entre les mains de ce qu'on appelle parfois des managers de plus-value ou des comptables et donc la production de la valeur parfois pour plusieurs entreprises peut se situer au niveau du marché financier, c'est-à-dire que la pression des actionnaires sur les entreprises est telle qu'il y a une exigence de gestion à court terme. Alors, si j'insiste beaucoup sur ces éléments qui apparaissent contextuels, c'est que ce sont précisément des facteurs déterminants dans les transformations
qui vont affecter le monde du travail et par conséquent les systèmes de formation sur lesquels reposait jusque-là le monde du travail. Alors, cette transition de la qualification vers la compétence ne s'est pas faite simplement au niveau du monde des entreprises, elle s'est faite aussi au niveau des États, au niveau de l'administration publique. Et donc, on voit aussi les États, dans l'administration publique, on voit les États intégrer progressivement ce concept de compétence à travers ce qu'on appelle le nouveau management public, c'est-à-dire une gestion qui repose sur les processus. Et non plus sur des grandes administrations qui sont organisées en silos, qui sont organisées et qui sont cloisonnées. On voit cette transformation commencer à se faire d'abord en Angleterre, ensuite aux États-Unis à la faveur des gouvernements Thatcher et Reagan, mais ensuite, on l'a vu pendant ces 30 dernières années, ce nouveau management public va prendre des formes diverses, mais de toute façon, il va être intégré par la plupart de ces États. Alors, si je parle de cet élément-là, c'est que cette transition en termes de nouveau management public va affecter également le modèle éducatif, tous les dispositifs de formation et de recherche scientifique. Alors, le cœur de cette transformation, c'est cette approche par compétence dont on a parlé, enfin dont on a commencé à en discuter hier. C'est la préoccupation d'introduire au niveau des systèmes de formation ce qu'on appelle les compétences transversales. Au Québec et au Canada, pendant une vingtaine d'années, c'est un terme qui est revenu régulièrement au cœur des débats, où il ne s'agit plus d'accumuler des connaissances, de transmettre des connaissances, mais d'apprendre à apprendre. Donc, par ailleurs, le choix du décloisonnement des métiers et des formations, notamment dans le secondaire et dans le collégial, l'idée est de former des professeurs polyvalents plutôt que de disciplinarisés. C'est-à-dire, comme on va le voir, et comme on a parlé hier, mon collègue Bernard Hugonnier, il y a ce fameux rapport de l'OCDE qui classe les différents systèmes de formation des pays de l'OCDE, a été une véritable douche froide au milieu des années 95. Et pour ce qui concerne le Canada, c'est à la fin des années 90 que la révolution éducative va commencer à se faire. C'est ce qu'on appelle au Québec le virage pédagogique. Alors, ce virage pédagogique, à la fin des années 70, va impulser un véritable renouveau pédagogique qui est piloté par les pouvoirs publics, mais à l'issue d'états généraux. Ce qui est intéressant, et c'est un peu, je fais le lien avec avec les interventions qui m'ont précédé, c'est que dans le cadre de ces états généraux, on voit un débat qui est entrepris à travers les différents acteurs de la société civile et les différentes parties prenantes du système éducatif. Au premier chef, il y a les organisations syndicales, il y a les associations de parents d'élèves, les associations professionnelles, les chambres de commerce, les représentants des entreprises. Et c'est à l'issue de ces états généraux sur l'éducation que 3 grands objectifs sont fixés et qui vont profondément refondre les 3 niveaux du système éducatif. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle la diversification des modes pédagogiques. Il y a une rupture avec le système traditionnel de transmission des connaissances par professeurs disciplinarisés. Vous avez un professeur de physique qui enseigne la physique, un prof de chimie qui enseigne la chimie, un prof de biologie qui enseigne la biologie, etc. À partir de ces états généraux, cette diversification des modes pédagogiques va exiger la transversalité, va imposer la transversalité. Alors, au niveau des modes pédagogiques, la première transformation qui va se produire, et sur laquelle tout le monde s'entend assez rapidement, c'est l'usage des projets d'apprentissage. L'élève est au cœur du processus d'apprentissage et cela se fait par projet. Donc, autant au niveau du primaire qu'au niveau du secondaire, l'élève est appelé souvent en équipe, donc dans le cadre d'échanges avec les autres élèves. Donc, en même temps, on développe précisément un certain nombre de compétences transversales, dont la capacité de communication en particulier, par exemple, la capacité de transmission de l'information. Et donc, c'est une des premières bases de cette révolution des modes pédagogiques, c'est la valorisation des projets d'apprentissage.
Comme je le dis ici, les compétences remplacent les connaissances, donc on délaisse le savoir pour développer les habiletés qui permettront aux besoins d'aller chercher le savoir nécessaire. Alors, un terme d'ailleurs va être utilisé de plus en plus, c'est l'apprenant. L'élève prend de plus en plus une attitude active dans la formation. Le deuxième objectif principal de ce virage pédagogique, c'est la lutte contre le décrochage scolaire. Au milieu des années 90, on a quelque chose comme 32%, 33% des élèves qui rentrent dans le cycle secondaire et qui ne ressortent pas, ou qui ne finissent pas leur cycle secondaire. Donc, un des premiers objectifs de ces états généraux était de combattre le décrochage scolaire. Pour mémoire, comme indication, je rappellerai qu'aujourd'hui, le taux du décrochage scolaire a été divisé par 2, puisqu'on parle aujourd'hui de 17 à 18% simplement de décrochage scolaire. Ce deuxième point va s'accompagner également aussi par le développement de la formation initiale, c'est-à-dire par ce qu'on appelle la diplomation. Il s'agit donc d'augmenter le taux de diplomation à la sortie du secondaire, qui est considéré comme le niveau de base dans le processus. Juste pour rappeler un petit peu le rôle des organisations syndicales dans ce secteur éducatif, très rapidement. Au Québec comme au Canada, on parle davantage de présence syndicale plutôt que de taux de syndicalisation. Et la présence syndicale est beaucoup plus importante dans le secteur public que dans le secteur privé. Et dans le secteur public, elle est particulièrement importante aussi dans le secteur de l'éducation, aux 3 niveaux. Alors, globalement parlant, on parle d'un taux de présence syndicale de 39% en moyenne, mais je dois souligner ici que ce taux de 39%, de 39 à 40% est une très mauvaise moyenne, puisque en réalité, il traduit une présence de 18% seulement dans le secteur privé, et une présence à peu près de 82% dans le secteur public. C'est un peu comme ce que je disais hier, c'est un peu comme si vous avez 2 enfants, un enfant de 2 ans et un enfant de 18 ans, et vous dites la moyenne d'âge de mes enfants est de 10 ans. Ce qui explique un petit peu ces photos cette fausse moyenne que nous avons concernant la syndicalisation. Donc on le voit très rapidement ici au niveau du secteur du tertiaire public et du tertiaire privé. La présence syndicale est très claire et sa présence très forte dans le secteur public. Un autre fait à noter concernant aussi la contribution syndicale à la transformation des modèles éducatifs, c'est l'importante présence des femmes aussi au niveau de ces différents secteurs et au niveau aussi des organisations syndicales. Alors je passerai rapidement sur certaines données. Je vais essayer de situer un peu le contexte dans lequel les organisations syndicales ont contribué à la refonte pédagogique et donc à la mise en place de ce renouveau pédagogique. Il faut savoir que au Québec comme au Canada, l'action syndicale est encadrée par ce qu'on appelle le modèle wagnérien, c'est-à-dire une présence syndicale unique dans l'établissement et qui permet et qui repose sur l'obligation de négocier de bonne foi de la part des 2 parties, de l'employeur comme de l'employé. Alors, évidemment, ce modèle wagnérien est à relativiser dans la mesure où la concentration du syndicalisme dans le secteur public aujourd'hui conditionne cette participation. C'est ce qui amène d'ailleurs aussi les organisations syndicales à adopter, à très diverses dans leurs différentes stratégies d'action, mais surtout à être beaucoup plus pragmatiques, c'est-à-dire à non pas simplement formuler des listes de revendications, mais à constituer une véritable force de proposition. Et c'est ce qui s'est produit dans le cadre de ce renouveau pédagogique au Québec et au Canada de façon générale. C'est ce qui a permis d'ailleurs la pérennité de l'action syndicale, c'est la capacité des organisations syndicales à produire des propositions. Et elles sont très bien placées, ces organisations, puisque leurs membres sont, si j'ose dire, sur la ligne de front au niveau des 3 secteurs de formation, le primaire, le secondaire et le supérieur. C'est ce qui fait par ailleurs aussi qu'une très grande partie des propositions syndicales ont été intégrées à ce renouveau pédagogique, à ce fameux virage pédagogique qui a été adopté au Canada. Et donc les pratiques syndicales, justement, au niveau canadien,
Bien entendu, elle priorise la négociation collective des enjeux normatifs et financiers, c'est-à-dire des conditions de travail, des conditions d'intervention des enseignants de leur milieu de travail, des conditions financières également aussi, c'est-à-dire de la gestion aussi des grilles salariales, mais aussi au niveau micro, méso et macro, c'est-à-dire au niveau à la fois des individus, au niveau des établissements aussi, et ensuite au niveau un petit peu plus global, au niveau de l'État. Alors c'est cette contribution des organisations syndicales qui a finalement permis l'accès à la modernité du système éducatif par la refonte de l'éducation publique aux 3 niveaux dont je viens de parler. Alors, évidemment, tout cela s'est fait parce qu'on a un ancrage très important dans le contexte local. Il faut dire que c'est pour ça que ces modèles, lorsqu'on commence à s'en inspirer ou lorsqu'on a l'intention, par exemple, d'en utiliser les résultats ou de les mettre en application ailleurs, on a un problème qui se pose, c'est le problème de l'ancrage social, culturel et politique de ces modèles. Et donc, ce qui se passe avec le modèle du Québec, c'est que cette transformation s'est faite dans le cadre d'un contexte très précis au Québec, dans le cadre d'une société qui a ses propres enjeux locaux en matière de formation. Alors, une des premières le principe qui a guidé la contribution syndicale dans la mise en place de ce renouveau, c'est un exemple que j'ai cité, c'est l'exemple de la CSN, la Confédération des syndicats nationaux, pour qui l'école n'est pas une simple machine à produire des diplômes. Valoriser l'éducation, c'est d'abord respecter ses missions ainsi que les personnels qui s'y investissent. Nous croyons à une éducation tournée vers l'élève et non vers la rentabilité. Ça, c'est un clin d'œil direct à la mise en place de cette fameuse gestion par compétence qui exige la production de la valeur de chaque individu dans le processus de travail dans les entreprises. Quelques exemples syndicaux, des enjeux syndicaux qui ont été mis en avant par la CSN, c'est le fait de considérer l'éducation qui est comme une véritable clé de voûte de la modernisation de la société et de la lutte contre les inégalités sociales qui devraient désormais être universelles. L'organisation syndicale estime également aussi que la proportion des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage est de quelque chose comme 20%. Ça, c'est un élément majeur aussi dans le virage pédagogique. C'est la prise en charge de cette proportion très importante. On parle de 20%, mais elle varie selon les quartiers, selon les villes, selon les différentes régions. Mais c'est un problème majeur parce que c'est un problème qui a jusque-là été en quelque sorte mis de côté. Et c'est dans le contexte de ce virage pédagogique qu'on décide de prendre à bras-le-corps la question des élèves en difficulté. Donc l'élève aussi qui devient comme un sujet apprenant, c'est-à-dire il est au cœur du processus, et comme je l'ai dit, la lutte contre le décrochage scolaire et l'augmentation de la diplomation. Alors je noterai ici simplement que à l'issue de ces états généraux, il est remarquable de constater qu'il s'agit de 3 grands objectifs très simples et très clairs qui ont été fixés. Il n'y a pas eu de dispersion autour d'autres enjeux. Alors, la question de la participation syndicale au niveau dans le cadre de ce virage pédagogique a posé beaucoup de questions aux organisations syndicales. Elle a exigé un certain nombre de remises en question. La première remise en question, c'est d'abord le fait qu'il fallait que ces organisations syndicales entrent dans une dynamique, je dirais, endogène, c'est-à-dire un processus de transformation à l'intérieur même de leur structure. Notamment au niveau des structures organisationnelles, par exemple, qui auparavant étaient séparées de l'école, mais qui ensuite, dans le cadre de ce renouveau pédagogique, ont été revues pour, si j'ose dire, épouser les structures de la carte scolaire. Et donc, c'est ce qui a permis aux organisations syndicales de prendre en charge et de négocier pied à pied les différents enjeux de la formation aux 3 niveaux. Et pour cela, évidemment, il fallait réduire le poids de la professionnalisation et la question de la démocratie syndicale à l'intérieur même de ces organisations. Ça a également transformé les stratégies de négociation des organisations syndicales. Il ne s'agit plus simplement de négocier au niveau supérieur, mais au niveau micro, méso et macro.
Autre élément, c'est la dynamique exogène aussi qui a été au cœur de ces transformations, c'est le rapport avec les autres acteurs de la société civile. Jusque-là, il n'était pas de tradition pour les organisations syndicales de se concerter avec les autres acteurs de la société civile. Dans le cadre de ce virage pédagogique, on a vu progressivement les organisations syndicales déployer cette capacité à discuter avec les autres acteurs de la société civile et donc d'entamer un nouveau dispositif de relations professionnelles. C'est ce qui a permis également aussi de changer le rapport du syndicalisme aux politiques. Le rapport à l'État, qui est en même temps, il faut le souligner, l'employeur, mais également aussi le régulateur de la conflictualité. Donc cette double casquette aussi a posé beaucoup de problèmes de négociation au niveau des syndicats. Et enfin, il y a une autre forme de rapport aux politiques, c'est le rapport à la société civile et aux autres acteurs de la société civile. Deux éléments dont il faut tenir compte aussi dans ce virage pédagogique, c'est des éléments qui sont liés à la dimension internationale de ce modèle. Ce modèle n'est pas en dehors de son ancrage socio-économique et culturel au Canada. Ce modèle, à bien des égards, est comparable à d'autres modèles aussi. Alors, par exemple, au Canada, la réforme conjugue la privatisation et la mixité des initiatives publiques et des organisations privées. C'est-à-dire que dans le cas de ce renouveau pédagogique, jusque-là, les deux structures d'éducation, publique et privée, étaient cloisonnées. Dans le contexte de ce virage pédagogique et de ces états généraux, auxquels ont participé d'ailleurs aussi les établissements du secteur privé, on assiste à un nouveau contrat social entre l'État et le secteur public. Le secteur public peut bénéficier du financement de l'État, mais à condition de remplir un certain nombre d'obligations qui sont imposées par l'État. Une de ces obligations, c'est l'acceptation et la mise en œuvre du projet pédagogique, du nouveau projet pédagogique, c'est-à-dire les nouveaux modes pédagogiques mis en place, il y a un certain nombre d'autres contraintes que l'État impose en matière d'examen, en matière d'évaluation, etc. D'une part, et d'autre part aussi, une obligation est faite au secteur privé de construire des parcelles avec le secteur public. Le secteur privé dans le modèle canadien l'instrumentalisation du secteur privé dans le modèle canadien vise très clairement à hisser vers le haut le secteur public. Et c'est clairement déclaré dans le préambule de ce fameux rapport qui a fait la synthèse des États généraux. On dit très explicitement que la viabilité de ce secteur public, bien sûr, dépend de l'État, mais elle dépend aussi de sa capacité à créer des passerelles, de transférer des connaissances avec le secteur public. Et donc de partager également aussi un certain nombre de contraintes. Parce que jusque-là, le secteur public, les établissements du secteur public, jusque-là, les établissements du secteur public, évidemment, prenaient la crème des élèves, la crème de la crème, et donc avaient un taux de réussite très élevé. Et ce sont les écoles du secteur public qui prenaient en charge finalement les élèves en difficulté et le reste des autres élèves. Et donc, à partir de ce nouveau contrat social entre le secteur public et le secteur privé imposé par l'État, on voit un équilibre se mettre en place très rapidement. Alors, je passerai sur le cas... sur la question sur les autres modèles internationaux, j'insisterai simplement sur quelques tendances lourdes aujourd'hui qui caractérisent le secteur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, mais alors à tous les niveaux. D'abord au niveau des universités, l'enseignement et la recherche se font de plus en plus désormais dans l'interdisciplinarité. C'est quasiment une contrainte aujourd'hui pour l'ensemble du secteur de la recherche, hein, qui aujourd'hui s'oriente vers ce qu'on appelle des regroupements stratégiques, c'est-à-dire des regroupements de chercheurs de plusieurs disciplines, mais qui travaillent sur un même objet. Donc c'est l'interdisciplinarité, sinon la multidisciplinarité qui est au cœur de ce système. Là encore, les organisations syndicales sont partie prenante dans la priorisation d'une université publique.
concernant la recherche scientifique. Et donc, aux 3 niveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intégration des enjeux syndicaux est importante. Alors, pour conclure très rapidement, là je me débarrasse rapidement de mon chapeau de sociologue, c'est que le problème du benchmarking, lorsqu'on fait une analyse comparative des modèles éducatifs à travers le monde, pose un problème épistémologique et méthodologique. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas simplement de dire nous allons prendre tel et tel aspect positif de tel ou tel modèle et rejeter les aspects négatifs. Il faut savoir que ces modèles, notamment le modèle canadien, le modèle américain et plusieurs modèles européens, sont profondément ancrés dans leurs espaces socio-culturels. Et que donc leur projection dans des espaces comme dans d'autres espaces sociaux, comme le Maroc ou le Brésil ou l'Inde par exemple, pose un véritable problème méthodologique. Et donc la mise en place de ces problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté beaucoup, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus, c'est le lien très profond, le lien structurel entre le cœur de ces modèles et le monde du travail, et la structure des entreprises. Alors, il faut savoir que dans le cas du Brésil, par exemple, il y a une expérience de ces 5 dernières années de mise en place de nouveaux modèles pédagogiques qui ont été implantés et qui ont tourné au désastre. Parce qu'on a séparé le secteur public du secteur privé et surtout on n'a pas tenu compte non plus des besoins de l'économie brésilienne, c'est-à-dire une économie où la plus grande partie des activités des entreprises est inscrite dans le cadre de la sous-traitance. Alors je rappellerai également aussi que des pays comme le Maroc, l'économie marocaine par exemple aujourd'hui aussi, développe de plus en plus ce secteur d'activité. Et que donc il ne s'agit pas à ce moment-là de mettre en place, si on met en place un système éducatif de formation professionnelle tourné vers ces fonctions de la sous-traitance, ben cela pose un problème à terme de développement de cette économie et de ce système économique. Parce que les horizons de développement des activités de sous-traitance est relativement limité. 1, 2, il est très précaire. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur d'activité, peut déplacer ses activités du Maroc vers d'autres pays. Et que donc, d'où la mise en garde qui est majeure dans la mise en place d'un système éducatif, surtout au niveau de la formation professionnelle, de tenir compte, d'abord et avant tout, du projet économique à long terme. Et donc de la structure que prendra le monde du travail et du même coup la structure de l'emploi dans les 30 prochaines années. Et c'est ce qui permettrait évidemment peut-être de limiter les dégâts si des dégâts s'annoncent. Merci beaucoup.